Chérie, après le mariage, on va s'installer dans ton appartement et on louera le mien. Ça paiera le prêt de voiture de ma mère. Il était certain de pouvoir jouer avec moi. Mais ma contre-offre lui a coupé l'herbe sous le pied. Dans ma profession, il y a une règle simple que j'ai apprise bien avant d'avoir à l'appliquer à ma vie personnelle, avant de dire un seul mot sur la valeur de quoi que ce soit ou une maison, une voiture, une promesse, il faut d'abord voir les documents. Et seulement ensuite, écouter la voix décrivant ce que ces documents signifient. La voix est presque toujours plus jolie que le papier. Mais le papier est presque toujours plus honnête que la voix. Alors, quand l'homme que je prévoyais d'appeler mon mari s'est assis un soir et m'a parlé pour la première fois de l'avenir de notre toit commun, j'ai automatiquement, sans même m'en rendre compte, quitté mon rôle de fiancé. Comme s'il ne s'agissait pas d'une conversation intime, mais d'une consultation professionnelle, j'ai commencé à élaborer mentalement la même liste de questions que je pose habituellement à un client de banque avant de valider un rapport d'évaluation immobilière. C'est ce détail invisible, cette habitude professionnelle de regarder les mots à travers le prisme des documents juridiques, qui a finalement décidé de l'issue de l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire sur un mariage qui était censé être le début de ma nouvelle vie, mais qui est devenu à la place l'ultime test de stress, le plus difficile que j'ai jamais eu à passer. Je m'appelle Solène, et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé comme évaluatrice immobilière résidentielle indépendante. Je suis la personne que la banque envoie pour inspecter un appartement ou une maison avant d'accorder un prêt hypothécaire. C'est moi qui peux déterminer en une seule visite ce que valent réellement les murs pour lesquels les gens sont prêts à payer le reste de leur vie. Et, par extension, ce que valent aussi les personnes qui me montrent ces murs. Parce qu'un appartement, il s'avère, vous en dit bien plus sur ses propriétaires qu'ils ne vous en diraient eux-mêmes autour d'un dîner. Cet instinct professionnel ne s'est jamais éteint en moi. Ni à la maison, ni dans mes relations, ni même quand je désirais désespérément l'éteindre et être simplement une femme heureuse se préparant à marcher jusqu'à l'autel. Si vous vous apprêtez à écouter cette histoire, installez-vous confortablement car ce qui suit ne sera pas facile. Ce sera frustrant, parfois vraiment douloureux, mais je vous promets que la résolution en vaudra la peine jusqu'à la toute fin. Revenons au début. L'appartement que j'ai acheté seul, sans l'aide de personne, sans fonds fiduciaires, héritage, ou coup de chance aveugle. Je l'ai acheté exclusivement grâce à des années de travail acharné, en sautant des vacances, en prenant des petits boulots, et en sachant compter les centimes là où d'autres préféraient juste rêver. Je n'ai pas obtenu cet endroit par un acte de quitte-clin d'un parent ou une ordonnance de tribunal des successions. Je l'ai obtenu par l'accord d'achat le plus standard et honnête, où le seul garant de ma tranquillité d'esprit futur était mon mois passé. Pendant des années, j'ai méthodiquement mis de côté un pourcentage de chaque honoraire d'évaluation que je gagnais, si méthodiquement que mes collègues du cabinet m'appelaient une radine derrière mon dos. Je me contentais de sourire en réponse, sachant que dans quelques années, ma frugalité se transformerait en mes propres mètres carrés dans un quartier tranquille de Paris où le bruit du métro n'atteignait pas. Le soir, mon salon est inondé d'une douce lumière dorée de fin de journée, une caractéristique qui, dans le jargon professionnel des agents immobiliers, commande une prime silencieuse et officieuse sur toute annonce. Après tout, une bonne vue signifie plus pour certains acheteurs que la superficie de la cuisine. Mon chemin vers la propriété a été long et pas du tout héroïque. Plutôt, il a été têtu et systématique. C'est le genre de chemin emprunté par quelqu'un qui a décidé très tôt qu'elle ne dépendrait jamais de la bonne ou mauvaise volonté d'un propriétaire. Cette décision ne venait pas de nulle part. Elle a grandi à partir de souvenirs d'enfance de ma famille déménageant d'une location à l'autre année après année. Les propriétaires augmentaient le loyer au hasard, décidaient de vendre la propriété, ou changeaient simplement d'avis sur la location. Chaque déménagement signifiait une nouvelle école, de nouveaux camarades de classe, et ce sentiment aigu que notre famille n'avait simplement pas de terrain solide sous nos pieds. En grandissant, je me suis fixé un objectif qui semblait excessivement pragmatique pour une jeune femme. Aucune dépense de luxe tant que je n'aurais pas mon propre toit. Cet objectif a dicté presque toutes les décisions que j'ai prises pendant des années. Il a influencé mon choix de carrière dans l'immobilier, me permettant d'étudier le marché de l'intérieur. Il m'a amené à louer une chambre exiguë mais très bon marché chez une tante éloignée au lieu de prendre mon propre appartement. Il a ancré l'habitude d'économiser même les plus petits bonus. Et finalement, quand j'ai tenu les clés de mon propre appartement après des années de pure obstination, le sentiment était si puissant et personnel que je ne peux toujours pas l'expliquer pleinement à quiconque n'a pas vécu avec l'anxiété constante des planchers qui bougent sous eux. J'ai rencontré Vincent comme probablement la moitié des couples de n'importe quelle grande ville se rencontrent de nos jours,
par des amis communs à une fête d'anniversaire. Dès la première minute, il m'a semblé facile à vivre, spirituel et adéquatement confiant. Il semblait être le genre d'homme à qui on n'avait rien à prouver ou à trop s'expliquer. Il semblait juste comprendre. Il écoutait attentivement, plaçait ses blagues parfaitement, et avait cette façon de vous regarder qui faisait que le bavardage ambiant bruyant du bar en rooftop du 10e arrondissement s'estompait en arrière-plan. Pour la première fois depuis longtemps, moi, une femme habituée à passer mes journées noyées dans des chiffres secs, des valeurs marchandes et des coefficients de dépréciation. Je me suis permis de me laisser porter par le courant de mes sentiments sans activer immédiatement le compteur interne d'évaluation des risques que j'utilisais pour chaque transaction. Avec le recul, je me suis rendu compte que ce fut mon seul véritable moment de faiblesse au début de notre relation. Ce n'était pas de la naïveté dans le sens d'être ignorante de la vie. C'était une décision consciente, presque délibérée, de faire confiance à quelqu'un sans faire de vérification d'antécédents, de lui faire confiance simplement parce que je le voulais. Vincent travaillait dans la vente B2B pour une entreprise qui distribuait des équipements de restauration commerciale. Son titre de poste sonnait impressionnant sur LinkedIn. Ses cartes de visite étaient épaisses et brillantes, et il parlait de son travail avec la confiance décontractée de quelqu'un qui avait vraiment sa vie en ordre. Pendant les premiers mois, il a donné l'impression d'un adulte pleinement indépendant. Il prétendait vivre dans un bel appartement qu'il louait actuellement, mais était dans les dernières étapes d'un accord de location-vente avec le promoteur, affirmant qu'il avait presque remboursé le calendrier d'équité. Je me souviens d'avoir été sincèrement heureuse pour lui. J'étais ravi de ne pas sortir avec un homme-enfant vivant au crochet de ses parents, mais un homme adulte avec ses propres biens et ses propres plans. Bien que, en rejouant ces conversations mot pour mot, je puisse clairement voir qu'il y avait rarement des détails. C'était toujours des phrases vagues comme « je vais bientôt conclure »,« presque remboursé »,« juste un petit peu à faire ». Des phrases qui semblent convaincantes jusqu'à ce que vous demandiez à voir le relevé de règlement. La première fois que je suis allé chez lui, c'était environ 2 mois après le début de notre relation. L'appartement m'a donné une double impression, que j'ai attribuée au désordre typique d'un célibataire plutôt qu'à quelque chose de sinistre. D'une part, il avait des meubles décents et de beaux appareils. Cela ressemblait à un espace de vie moderne normal. D'autre part, dans la chambre d'amis qu'il appelait son bureau à domicile, j'ai aperçu une chemise en papier craft sur la table basse. Elle portait le logo d'une société financière que je n'ai pas immédiatement reconnue. Alors que Vincent entrait juste derrière moi, il a fait un mouvement très rapide et décontracté, jetant sa polaire par-dessus la chemise. Il a fait en sorte que cela ressemble à un accident, comme s'il drapait juste sa veste sur la table après être rentré du froid. Quand j'ai demandé nonchalamment ce qu'était le document, il a souri détendu et a dit que c'était les documents du prêt de voiture de sa mère. Il avait oublié de les lui rendre. C'est une saga sans fin avec son prêt auto, a-t-il gloussé. À l'époque, cela a sonné parfaitement naturel. Cela n'a pas soulevé le moindre signal d'alarme. Beaucoup de gens ont des parents âgés qui ont besoin d'aide pour naviguer dans les documents financiers. J'ai juste hoché la tête et les oublié pendant 6 mois, ne soupçonnant même pas que la polaire jetée négligemment cachait en fait la première preuve tangible de cette histoire. J'ai rencontré Laure, la mère de Vincent, un peu plus tard. La première impression fut plutôt agréable. C'était une femme âgée avec une assurance mature. Soignée et loquace, elle possédait cette habitude spécifique, légèrement envahissante, de couvrir immédiatement sa future belle-fille de conseils non sollicités, un trait commun à de nombreuses mères de fils adultes. Elle me conseillait sur la meilleure façon de faire le café à la presse française pour un homme le matin, quel oreiller ergonomique en mousse à mémoire de forme prévient les douleurs au cou, et quel genre de fleurs acheter pour les anniversaires. J'ai tout pris avec flegme, comme une attention maternelle légèrement intrusive mais inoffensive, d'autant plus que Vincent, en nous présentant, avait fièrement vanté ma carrière. Laure a immédiatement commencé à me poser des questions sur le marché immobilier parisien avec un intérêt si sincère que j'ai supposé qu'elle voulait simplement mieux comprendre le monde de son fils. Je n'ai pas réalisé qu'elle évaluait tranquillement mes connaissances du marché pour un programme à long terme non exprimé. Un autre personnage qui est entré dans ma vie par l'intermédiaire de Vincent et qui allait finalement jouer un rôle bien plus crucial que n'importe lequel d'entre nous n'aurait pu le deviner était son vieil ami Théo. Selon Vincent, ils étaient amis depuis l'université. Théo semblait toujours un peu détaché lors de nos sorties en groupe, préférant siroter son IPA et observer les discussions plutôt que d'y participer activement. Lors d'une de ses soirées à l'anniversaire d'un ami commun dans une brasserie artisanale, Théo avait bu quelques bières de trop.
Il m'a soudainement interpellé pour une conversation complètement en décalage avec l'ambiance de la fête. Nonchalamment, presque comme une parenthèse, il m'a demandé si je savais que Vincent avait eu une dépendance assez sévère au jeu. Pas seulement les 20 € occasionnels sur des paris sportifs en ligne pour le plaisir, mais une grave dépendance aux paris sportifs. C'était devenu si grave quelques années auparavant qu'il avait dû emprunter beaucoup d'argent à des amis communs juste pour sortir du trou qu'il avait creusé. Il a rapidement fait machine arrière comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit, ajoutant que c'était de l'histoire ancienne et que Vincent avait complètement renoncé aux applications et aux bookmakers, reprenant enfin sa vie en main pour une relation sérieuse. Mais cette information est tombée dans mon esprit comme un poids de plomb. Elle est restée là, attendant le moment où elle s'assemblerait avec toutes les autres pièces éparses du puzzle. En rentrant en Uber cette nuit-là, je suis resté silencieuse à faire les calculs. Son regard fuyant chaque fois que nous parlions de son appartement, la polaire jetée sur le dossier avec le logo d'un prêteur, un pense-bête manuscrit que j'avais repéré sur son réfrigérateur une semaine auparavant qui disait le payer avant le 15 ou pénalité de défaut. Un fragment d'appel téléphonique que j'avais surpris où il chuchotait « Je réglerai le solde après le mariage ». Le commentaire étrange de Laure au dîner sur la façon dont quelqu'un dans notre famille se retrouvait toujours dans une situation financière difficile. Et maintenant cette confession d'un vieil ami d'université sur un énorme problème de paris sportif. En regardant les lumières floues de la ville, mes instincts professionnels ont finalement submergé mes instincts romantiques. Si un client m'apportait une propriété à évaluer et que le propriétaire présentait ce cocktail spécifique de signaux d'alarme circonstanciels, je n'hésiterai pas une seconde à conseiller aux souscripteurs de la banque de faire une vérification approfondie des antécédents avant d'approuver le moindre euro. Pourtant, quand il s'agissait de ma propre vie, je continuais à retarder l'audit. Je continuais à me convaincre que les relations personnelles ne devaient pas être mesurées avec les mêmes métriques que l'immobilier commercial. Même si, chaque jour qui passait, je comprenais plus clairement que cette mentalité exacte est le piège le plus dangereux dans lequel les gens intelligents et pragmatiques tombent lorsque leur propre cœur est en jeu. L'essayage de la robe de mariée, qui aurait dû être l'une des étapes les plus joyeuses du processus de planification, s'est transformé de manière inattendue en une autre tâche flagrante sur le tableau. Laure avait insisté pour m'accompagner à la boutique nuptiale dans un quartier chic de Paris, affirmant qu'elle voulait partager ce moment magique. Tandis qu'elle évaluait de manière critique une silhouette après l'autre, elle a fait remarquer nonchalamment qu'après le mariage, le jeune couple devrait évidemment se serrer la ceinture. Personne ne commence à vivre dans le luxe, a-t-elle soupiré, en agitant la main. Honnêtement, ce serait la chose intelligente à faire pour vous deux de consolider, de ne pas gaspiller de l'argent sur deux endroits puisque vous possédez déjà ce bel et spacieux appartement. Vincent pourrait simplement emménager avec toi. Tout cet argent supplémentaire que vous économiseriez sur le loyer pourrait aller vers quelque chose dont la famille a réellement besoin. Même si cela a été formulé comme un conseil standard et simple d'une belle-mère bienveillante. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson distinct. Ce n'était pas une pensée spontanée prononcée à haute voix. Cela faisait partie d'une stratégie précalculée que la mère et le fils avaient clairement déjà élaborée derrière mon dos, attendant juste le bon moment pour me la présenter. La conseillère de la boutique qui m'aidait à enfiler une robe montrait alors un classeur de style de voile. Debout sur le piédestal devant le miroir du sol au plafond, j'écoutais à moitié ma future belle-mère discuter avec animation des longueurs de voile les plus tendances. Pendant ce temps, je regardais ma propre réflexion dans le satin blanc, ne pensant pas du tout au mariage. Je pensais à la façon dont une personne peut ressembler à une mariée absolument radieuse dans un miroir tout en effectuant en interne une analyse de données très complexe que personne dans la pièce ne soupçonne. Cette dualité, la mariée rayonnante à l'extérieur, l'analyste hyper concentré à l'intérieur, est devenue mon état par défaut au cours des semaines suivantes. J'ai appris à la gérer de la même manière que je gérais les litiges d'évaluation complexes. Décomposer le problème en composants, les aborder un par un, et refuser absolument de laisser les émotions se mêler aux données avant que le rapport final ne soit prêt. Poussé par le besoin d'une image complète et refusant de me fier uniquement aux suppositions et aux murmures entendus, j'ai décidé d'utiliser les outils professionnels légaux à ma disposition. Je me suis connecté au site web du service de la publicité foncière de Paris et j'ai effectué une recherche de dossiers de propriété publique à l'adresse de Vincent. C'est une procédure standard disponible pour tout citoyen, ne nécessitant aucune autorisation spéciale. Quelques jours plus tard, après avoir extrait l'acte officiel, j'ai trouvé exactement ce que mon subconscient anticipait déjà, un privilège actif sur la propriété. Et le détenteur du privilège était la même entreprise dont le logo avait été sur le dossier sous sa polaire et dont le nom était griffonné sur le pense-bête du réfrigérateur.
Mais le plus accablant était la date. Le privilège avait été enregistré des années avant que Vincent et moi ne nous rencontrions. Cela prouvait que la dette n'avait pas germé d'une récente tragédie automobile impliquant sa mère. Elle était profondément ancrée dans son propre passé, juste autour de l'époque de sa dépendance aux paris sportifs que Théo avait mentionné. En un instant, toute la fable du prêt de voiture de maman s'est désintégrée sous mes yeux, exposant une réalité bien moins noble et infiniment plus alarmante. Armé de cette connaissance, j'ai fait face à un choix difficile, probablement familier à quiconque découvre soudain que son partenaire cache quelque chose d'énorme. J'aurais pu provoquer une confrontation immédiate, claquer l'acte imprimé sur la table et exiger des réponses sur le champ. Ou je pouvais faire preuve de retenue. Je pouvais attendre qu'il me présente volontairement le grand plan que je savais déjà qu'il allait venir, afin d'entendre sa version non édulcorée et répéter des événements sans révéler mon jeu. J'ai choisi cette dernière option, non par faiblesse et non pour retarder une dispute douloureuse, mais par un calcul froid et professionnel. Mes années en tant qu'évaluatrice m'ont appris une règle d'or, la meilleure preuve de la malhonnêteté d'une personne n'est pas recueillie lorsque vous lui jetez des faits au visage, mais lorsque vous lui donnez la parole pour qu'elle s'exprime librement. Complètement inconsciente que vous détenez déjà les preuves. Environ 6 mois après le début de notre relation, Vincent a fait sa demande en mariage. Et il l'a fait magnifiquement. Un restaurant en rooftop surplombant les toits de Paris, un quatuor à cordes en direct au lieu d'une playlist Spotify. Une bague dont il a fièrement raconté à ses amis plus tard qu'il lui avait fallu 3 semaines et de multiples consultations avec des bijoutiers pour la choisir. Cette nuit-là, j'étais sincèrement heureuse. J'ai ressenti cette simple joie humaine que je me permettais rarement de vivre pleinement. Ayant passé toute ma vie à revérifier et à calculer chaque variable, pendant un bref instant, j'ai pensé que peut-être enfin je pourrais ranger ma paranoïa professionnelle et être simplement une mariée plutôt que la garante de mon propre destin. Mais profondément dans le sous-sol de ma conscience, là où nous repoussons les choses que nous ne sommes pas prêts à traiter, le souvenir du dossier caché restait tranquillement, attendant son heure. La planification du mariage a commencé presque immédiatement. Et là, pour la première fois de toute notre relation, j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Vincent. Je n'osais même pas les prononcer à voix haute au début, car individuellement, ils semblaient insignifiants. Il est soudain devenu beaucoup plus désireux de discuter de ce qui se passerait après la réception plutôt que de la fête elle-même. Il abordait doucement le sujet de nos futurs arrangements de vie à distance, tâtonnant. Il me posait des questions sur mon trajet, si j'aimais mon quartier à long terme, ou si je me sentais parfois seul dans un si grand appartement. Honnêtement, j'ai d'abord pris ces questions pour une conversation prénuptiale normale, aveugle à toute arrière-pensée. Chaque couple fiancé doit finalement décider où il va vivre. Laure a également commencé à s'immiscer de plus en plus fréquemment dans nos vies, et ses visites ont commencé à prendre une saveur très spécifique. Elle se plaignait nonchalamment de sa santé, puis passait au coût croissant des charges, et enfin atterrissait sur l'état détérioré de sa vieille voiture, qui, selon elle, était sur le point de tomber en panne sur l'autoroute. Sans une voiture fiable en banlieue, aller chez mes médecins est pratiquement impossible, soupirait-elle. Chaque plainte semblait pathétique et humaine, suscitant une véritable sympathie de ma part. Je valorise vraiment les gens qui s'occupent de leurs parents vieillissants et je n'ai jamais cru qu'il fallait ignorer les difficultés des personnes âgées. Cependant, empilées les unes sur les autres, ces griefs ont commencé à former une séquence. Un schéma que, distraite par les acomptes de mariage et la clôture des transactions immobilières, je n'avais pas encore entièrement reconstitué. Un détail spécifique, cependant, s'est logé dans mon cerveau beaucoup plus profondément que le reste. Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi ce fut ce moment précis qui a déclenché mon instinct professionnel de détection de problèmes. J'étais passé chez Vincent à l'improviste un soir pour récupérer un livre que j'avais oublié. Je l'ai surpris au milieu d'un appel téléphonique. C'était une conversation courte et tendue. Je l'ai entendu claquer, « Je vous ai déjà dit que je réglerai le solde après le mariage. Ne rappelez plus ce numéro. Donnez-moi juste un peu plus de temps. » Quand il m'a vu debout dans l'embrasure de la porte, son ton a instantanément changé. Il a raccroché à la hâte, avec une exaspération exagérée, s'est plaint qu'un département de télémarketing agressif d'une banque ne le laisserait pas tranquille à propos d'une offre de carte de crédit. Ces spammers sont implacables, a-t-il ri. Encore une fois, je n'ai pas insisté pour avoir des détails. Je l'ai laissé attribuer cela à l'agacement quotidien du service client, mais la pure panique dans sa voix quand il a dit régler le solde a résonné en moi avec une acuité vive et piquante.
C'était la même fréquence vocale que j'entendais chez les clients qui essayaient désespérément de cacher des dommages structurels à l'inspecteur de la banque avant une évaluation de garantie. Ma meilleure amie et probablement la seule personne à qui je me suis permise de verbaliser mes doutes était Claire. Nous travaillons ensemble et elle était maintenant copropriétaire d'une agence immobilière de luxe. Claire est aussi impitoyablement pragmatique avec la vie des autres qu'elle est parfois imprudente avec la sienne. Ce fut la première personne à qui j'ai raconté l'incident de la veste sur le dossier et l'appel téléphonique réglé le solde après le mariage. J'en ai parlé nonchalamment autour de café au lait d'avoine entre deux visites de propriété, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose comme « laisse tomber ». Tous les hommes ont des bizarreries avec la paperasse. Au lieu de cela, Claire a posé sa tasse de café, m'a regardé droit dans les yeux, et sans aucune trace d'ironie a dit que dans son métier, des détails comme cela ne sont presque jamais le fruit du hasard. Un homme dont l'argent et les papiers sont réellement en ordre ne jette pas de vêtements en panique sur des documents quand sa fiancée entre. Et il n'utilise pas ce ton de voix si étouffé au téléphone, le ton que les gens réservent exclusivement à ceux à qui ils doivent de l'argent. J'ai essayé d'en rire, attribuant sa réaction à une déformation professionnelle puisqu'elle traitait avec des acheteurs et des vendeurs louches tous les jours. Mais notre brève discussion s'est enfoncée plus profondément en moi que je ne voulais l'admettre. Pour la première fois, j'ai ressenti la réalisation écœurante que j'analysais ma propre relation avec le même détachement froid et méthodique que j'utilisais pour une transaction immobilière commerciale à haut risque. Le travail, pendant ce temps, ne me laissait pas beaucoup de temps libre pour agoniser. Ironiquement, c'est au cours de ces semaines qu'un dossier est arrivé sur mon bureau qui a joué un rôle étrange, presque prophétique, dans la façon dont je percevais ma vie à la maison. La banque m'a chargé d'évaluer une propriété pour un client cherchant à contracter une importante ligne de crédit hypothécaire. Au cours de ma diligence raisonnable, j'ai découvert que ce client avait déjà gagé la même propriété auprès d'un prêteur privé à taux usuraires, cachant complètement ce fait à la banque principale. L'argent qu'il avait retiré n'avait pas été dépensé pour des rénovations domiciliaires comme il l'avait assuré à sa famille et à ses voisins, mais pour rembourser des dettes massives de cartes de crédit alimentées par une addiction au jeu qui durait depuis des années. Sa propre femme ne l'a découvert que lorsque des agents de recouvrement agressifs se sont physiquement présentés à leur porte. Alors que je tapais le rapport de refus officiel pour ce dossier, j'ai été frappé par une vague nauséabonde de déjà-vu. J'avais l'impression de ne pas lire le dossier d'un étranger, mais une première ébauche de mon propre avenir n'en écrit. Les parallèles entre ce dossier et les phrases fragmentées que j'entendais de mon propre fiancé étaient stupéfiants. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai ressorti mon agenda professionnel. Sous prétexte d'organiser mes pensées, j'ai dédié une page vierge à la liste de toutes les anomalies que j'avais observées au cours des derniers mois. La veste sur le dossier, l'appel téléphonique après le mariage, la bizarre hyperfixation de sa mère sur sa voiture, ses réponses évasives et glissantes chaque fois que je posais des questions directes sur la valeur nette de son appartement. Notre dîner de fiançailles, organisé en petit cercle familial peu après ma conversation avec Claire, a fourni un autre lien petit mais très éclairant dans la chaîne. Laure, le visage rougi après un généreux verre de pinot noir, s'est soudainement lancée dans un monologue sur la difficulté pour les gens de sa génération de survivre de nos jours. Elle a parlé de la prédation du système de crédit, écorchant les seniors sous prétexte d'assistance financière. Puis, se tournant directement vers moi, elle a prononcé une phrase que j'ai d'abord prise pour une tentative maladroite de créer des liens. Je suis tellement soulagé que Vincent ait enfin trouvé une fille aussi équilibrée et financièrement avertie, a-t-elle murmuré joyeusement. Dans notre famille, quelqu'un s'embrouille toujours dans un pétrin et n'a aucune idée de comment s'en sortir. Vincent a presque eu un torticolis en changeant de sujet, proposant agressivement un toast à notre avenir. Je me souviens d'avoir été légèrement surprise par son virage brusque, ne réalisant pas encore que sa mère, qu'elle le veuille ou non, venait de soulever le coin de la bâche qu'il essayait si désespérément de garder attachée. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé de nouveau dans l'appartement de Vincent. La raison était tout à fait banale. J'avais besoin de récupérer quelques documents pour finaliser nos polices d'assurance communes avant le mariage. Pendant que j'attendais dans le salon, alors qu'il fouillait dans la commode de sa chambre, mes yeux ont été attirés par le réfrigérateur, plus précisément par un pense-bête maintenu par un aimant. Il ressemblait à une liste de choses à faire, payer le Wi-Fi, récupérer le costume au pressing. Mais en bas, lourdement souligné, se trouvait la phrase « Payer avant le 15 ou pénalité de défaut ». Juste à côté de cette ligne, il y avait le nom d'une entreprise, un nom qui me semblait vaguement familier. Une seconde plus tard, ma mémoire a fait le lien.
C'était le nom exact imprimé sur la chemise en papier craft qu'il avait précipitamment recouverte de sa veste 6 mois auparavant. Sans même traiter ce que mes mains faisaient, purement par la mémoire musculaire d'une évaluatrice qui documente chaque défaut structurel, j'ai sorti mon iPhone et j'ai pris une photo de la note. Je me suis dit que j'étais juste minutieuse. Mais au fond de moi, je savais déjà que cette preuve concernait directement ma propre vie, pas le portefeuille d'un client. Naturellement, le moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai passé 1 heure à creuser le terrier d'Internet pour savoir exactement ce que faisait cette entreprise. Ce n'était pas une banque traditionnelle, malgré son nom à consonance corporative, Solution Capital Alpha. C'était un prêteur privé spécialisé dans les prêts de titres à taux d'intérêt élevés et les prêts garantis par des actifs pour les clients qui avaient été mis sur liste noire par les institutions financières standards. Un rapide examen de l'autorité des marchés financiers et des forums de consommateurs a révélé une entreprise avec une réputation impitoyable, des pages de plaintes d'anciens emprunteurs concernant des taux d'intérêt cachés et exorbitants, et un harcèlement quasi illégal de leur département de recouvrement interne. En regardant l'écran de mon ordinateur portable, pour la première fois depuis tous ces mois, je me suis forcé à poser la question laide et honnête. Et si la garantie qu'il y ait ce prêt n'était pas la vieille voiture de l'or, mais l'appartement de Vincent ? L'appartement même qu'il était soudain si pressé de louer après notre mariage pour aider financièrement sa mère. Et si cette aide n'était pas un acte noble de piété filiale, mais une tentative désespérée et silencieuse d'utiliser mes ressources pour secrètement honorer sa propre dette toxique ? Je ne me suis pas précipité pour tirer des conclusions, et je n'ai certainement pas fait une crise d'hystérie ni lancé un interrogatoire. Mes années dans l'industrie m'ont appris une vérité absolue. Avant d'accuser quelqu'un de fraude, vous devez compiler un dossier de faits tellement hermétique que la cible ne peut pas simplement se défendre en disant « vous ne comprenez pas la situation ». Cependant, le simple fait que je regardais maintenant mon futur mari à travers une lentille forensique a modifié de façon permanente la fréquence de nos interactions. Extérieurement, j'ai maintenu une sécurité opérationnelle parfaite. Je continuais à discuter des menus de traiteur, des cadeaux de mariage et des plans de table avec le même enthousiasme décontracté qu'auparavant, mais parfois je posais des questions clarificatrices très spécifiques, apparemment innocentes. Sur le titre et l'état de l'acte de propriété de son appartement. Sans faute, il esquivait avec le même discours nébuleux. Tout va bien, chérie. Ne te stresse pas la jolie tête avec ça. On s'occupera des papiers après la lune de miel. Nous avions fixé une date de mariage à l'automne, et la planification m'avait complètement consumé, dans le meilleur et le plus joyeux des sens du terme. Choisir le lieu, la robe, les menus de dégustation, la liste des invités. C'était une mosaïque de petites tâches heureuses s'accumulant pour une célébration massive. Au milieu de tout ce beau chaos, j'ai fait de mon mieux pour étouffer les faibles et persistantes sonnettes d'alarme qui retentissaient à ma périphérie. Comme toute personne amoureuse, je voulais désespérément croire au meilleur scénario. Je voulais croire que l'homme que j'avais choisi était solide et que son étrange évasivité n'était que le trac normal d'avant le mariage. Pendant ce temps, Vincent devenait de plus en plus agressif en ramenant nos conversations à nos futurs arrangements de vie. Ce qui avait commencé par de douces questions exploratoires se transforma en propositions concrètes. Il commença à lancer des ballons d'essai, suggérant qu'il serait logique d'habiter chez moi après les vœux. Mon appartement était plus grand, plus proche du métro, plus proche du centre-ville. Son appartement, en revanche, ne devrait pas rester vide. Il devrait être rentabilisé. On peut le louer, générer des revenus passifs pour le budget familial, disait-il. Si on l'écoutait d'une oreille distraite, ça sonnait parfaitement rationnel, responsable, même. Parallèlement à cela, j'ai donné à ma sœur aînée, Blanche, un aperçu très édulcoré et général de mes angoisses. Sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Au lieu du classique « Oh, arrête de trop réfléchir. Les hommes sont juste bizarres avec la paperasse », son visage s'est assombri. Elle m'a alors raconté une histoire d'horreur à propos d'une de nos sœurs de sororité qui avait accepté de laisser son nouveau mari emménager temporairement dans sa maison prémaritale pendant qu'il réglait des dettes professionnelles. 3 ans plus tard, le mari avait réussi à subtilement mélanger leurs biens, la trompant pour lui faire signer un acte de quitte-clin qui mettait son nom sur son titre de propriété afin d'obtenir une ligne de crédit. Lorsque le mariage a explosé, la fille a passé des années dans une bataille judiciaire brutale et exténuante juste pour garder sa propre maison. Cela lui a coûté des années de sa jeunesse et a presque détruit sa santé mentale. Blanche m'a regardé de l'autre côté de mon îlot de cuisine. Très sérieuse. Tu es une adulte,
Solène, et tu vas t'en sortir. Mais s'il te plaît, avant d'accepter de mélanger vos situations de vie, parle à un avocat spécialisé en droit de la famille. Mets tout par écrit. Ne te fie pas au « je t'aime » quand il s'agit de la valeur nette pour laquelle tu as saigné. Cette conversation avec Blanche a galvanisé ma détermination. Je n'agirai pas sous le coup de l'émotion. Je n'agirai pas de manière téméraire. J'aborderai cette confrontation imminente avec Vincent avec le même détachement clinique que j'apportais à une enquête pour fraude. J'avais besoin d'un maximum de faits, d'une compréhension cristalline de mon objectif final, et d'un refus absolu de laisser de jolies paroles remplacer des bilans froids et durs. Dans les semaines qui ont suivi, tout en maintenant la façade d'une future mariée merveilleusement stressée, j'ai discrètement pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Nous avons discuté des mécanismes du mélange d'actifs, de la distinction légale entre la propriété prémaritale séparée et la propriété maritale en France, de la pertinence de la date d'achat et des moyens infaillibles de protéger mon bien immobilier détenu à titre exclusif de futures réclamations. Même si techniquement personne ne demandait encore rien à voix haute. J'ai appris beaucoup de vérités mais très nécessaires sur le droit du divorce. Extérieurement, les préparatifs du mariage se poursuivaient. Nous avons réservé les limousines, choisi les cocktails signature, fait nos séances photos de fiançailles. Pour un observateur extérieur, nous étions l'ultime success story millénial, fonçant vers un mariage parfait. Personne n'aurait pu deviner que derrière mon sourire radieux, je compilais mentalement un dossier bien plus accablant que le dossier que Vincent cachait sous sa polaire. Cette double vie, mariée joyeuse à l'extérieur, auditrice impitoyable à l'intérieur, était épuisante. Car malgré les preuves accumulées, je nourrissais toujours des sentiments sincères et chaleureux pour cet homme. Je me souvenais de nos blagues internes. De la façon dont il pouvait instantanément dissiper mon stress après une journée brutale d'évaluation. Ce cocktail toxique d'amour et de paranoïa croissante faisait que chaque jour d'attente de la confrontation inévitable ressemblait à une torture psychologique. Laure, quant à elle, croyait apparemment que sa grande stratégie était déjà victorieuse, car ses allusions ont perdu toute prétention. Un dimanche, elle est venue prendre le café et a littéralement apporté une feuille de prix imprimée d'un guide de cotation automobile pour les VUS d'occasion. Elle a posé les imprimés directement sur mon comptoir de cuisine et a pointé avec enthousiasme le modèle qu'elle convoitait, en ronronnant presque. Dès que Vincent aura réglé la situation de son appartement, nous irons directement chez le concessionnaire. En la regardant feuilleter joyeusement des photos de Honda CR-V, tous mes doutes persistants se sont évaporés. Tous les fils de cette conspiration convergeaient vers un seul point. Mon appartement, ma maison allait être l'agneau sacrificiel utilisé pour secrètement renflouer leur désastre financier. Tout cela astucieusement déguisé en construction d'un avenir familial ensemble. Peu avant le jour J, j'ai rencontré Claire pour un dîner tardif. Rompant enfin mon silence, j'ai exposé le dossier complet et non censuré, l'extrait d'acte avec le privilège, le prêteur prédateur, la confession sur les paris sportifs, le pense-bête, et leur étalant des brochures de voitures sur mon comptoir de cuisine. Le visage de Claire s'est assombri à chaque phrase. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa fourchette et a dit quelque chose qui restera gravé en moi pour le reste de ma vie. Solène, je vois exactement ce scénario dans mon agence tout le temps. Des femmes intelligentes, farouchement indépendantes, qui passent des années à se convaincre de ne pas faire de vagues. Elles recueillent des preuves, puis se disent qu'elles ont besoin de plus de preuves avant de le confronter. Elles restent coincées dans ce cycle sans fin de collecte de données pendant des mois, parfois des années, perdant de l'argent, du temps, et finalement leur propre estime de soi. La seule façon de ne pas devenir une histoire édifiante est de fixer une limite interne rigide. Dès que tu as suffisamment de faits pour être absolument sûr, tu passes à l'action immédiatement. Parce qu'attendre plus longtemps n'est plus de la prudence. C'est consentir volontairement à être une victime. Entendre ma meilleure amie le dire à voix haute a brisé ma paralysie. J'avais plus qu'assez de faits. Le temps d'attendre était révolu. Littéralement la veille du jour où Vincent a finalement décidé de présenter formellement son plan, un incident petit mais explosif s'est produit. En l'aidant à chercher un ancien bulletin de salaire dans le tiroir de son bureau désordonné, j'ai accidentellement découvert une enveloppe postée portant le logo de Solutions Capital Alpha. À l'intérieur se trouvait un avis formel d'intention de saisie immobilière. Le document déclarait en termes juridiques clairs qu'en raison de défaillances persistantes au respect du calendrier de remboursement, l'entreprise engageait des poursuites judiciaires pour saisir la garantie, c'est-à-dire l'appartement de Vincent. En voyant le document physique, et pas seulement un extrait de registre électronique,
l'ampleur de la crise est devenue claire. Nous ne parlions pas d'un prêt personnel à taux d'intérêt élevé qu'il pourrait lentement rembourser. Nous parlions de la perte catastrophique imminente de son principal actif. C'était cette bombe à retardement, ai-je réalisé, qui forçait Vincent et sa mère à passer des allusions subtiles à l'action directe. Ils étaient littéralement à court de temps. 2 jours avant la conversation, un ancien collègue à moi, un souscripteur hypothécaire dans une grande banque pour laquelle je travaillais fréquemment sous contrat, m'a appelé. Après quelques discussions professionnelles, il a demandé nonchalamment si j'étais toujours fiancé à un gars nommé Vincent. Il a mentionné que le nom de Vincent était passé sur son bureau lors d'une réunion d'évaluation des risques internes concernant un client avec un historique de crédit très radioactif et il avait reconnu le nom de mon Instagram. Les lois sur le secret bancaire l'empêchaient de me donner des chiffres exacts, mais le simple fait que cet appel ait eu lieu, que mon monde professionnel entrait en collision avec mon désastre privé, était le coup de grâce. Je n'étais pas paranoïaque. Je ne créais pas de drame à partir de l'anxiété prénuptiale. C'était un incendie financier à 5 alarmes qui avait déjà dépassé les limites de sa famille et était maintenant visible pour des gens de ma sphère professionnelle. Cette nuit-là, allongé éveillé à côté d'un Vincent ronflant, j'ai finalisé mon plan de bataille. Si mes soupçons étaient confirmés par sa propre bouche, je n'allais pas crier, pleurer ou le supplier de dire la vérité. J'allais maintenir un calme terrifiant et contrecarrer sa proposition par une offre en miroir, construite sur la même logique qu'il essayait d'utiliser contre moi. Ce serait une proposition qui le forcerait soit à étaler toutes ses cartes sur la table, soit à exposer à tout le monde, y compris à sa mère, le prix réel de ses discours poétiques sur la famille et l'attention. Alors que je planifiais les mouvements de cette partie d'échec conversationnel, pour la première fois depuis des mois, je n'ai ressenti ni peur ni confusion. J'ai ressenti la concentration glaciale et précise d'une professionnelle se préparant à démanteler une affirmation frauduleuse. Le matin du jour qui allait tout changer, je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'avais aucune idée que le soir apporterait la conversation que je redoutais et anticipais depuis des semaines. J'ai inspecté 2 propriétés et rédigé un rapport d'évaluation massif pour une maison de ville au parc Monceau. Toute la journée, j'ai été accompagné d'une sensation étrange, presque physique, d'aboutissement imminent. C'était exactement comme le moment où l'on appuie sur calculer ou sur un modèle d'évaluation complexe et massif. Toutes les variables sont entrées. Les comparables sont vérifiés et il ne reste plus qu'à voir le chiffre final indéniable. En prenant un Uber pour rentrer chez moi ce soir-là, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter à une cave à vin. J'ai acheté une bouteille du Cabernet cher que nous réservions habituellement pour les occasions spéciales. Mon intuition me disait que l'occasion était imminente. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé avec notre vin, prétendument en train de finaliser le plan de table, Vincent a soudainement posé son téléphone face contre table sur la table basse. Il m'a regardé avec ce regard très spécifique et exercé que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de livrer un monologue longuement répété. Et puis il a entamé la conversation qui allait définitivement faire éclater notre avenir. Il a posé son téléphone avec une lenteur presque cérémonielle, comme les gens écartent les distractions avant une grande discussion. Avant de dire un mot, il m'a lancé ce sourire désarmant de Golden Retriever. Le même sourire qui, des mois auparavant, sur le toit d'un bar, m'avait convaincu que ce gars était honnête. Et puis il a prononcé les mots que j'attendais depuis des semaines, même si je ne l'avais jamais admis. Chérie, je pensais qu'après le mariage, il serait logique que nous nous installions chez toi. Nous pourrions louer mon appartement et utiliser les revenus de cette location pour enfin rembourser le prêt de voiture sous-marin de ma mère. Il l'a dit si facilement, si naturellement, comme s'il ne dictait pas le destin financier et territorial de tout notre mariage, mais suggérait de commander de la cuisine thaïlandaise au lieu d'une pizza. Il affichait la confiance décontractée d'un homme entièrement habitué à ce que les femmes de sa vie acceptent aveuglément ses décisions. Dans la seule seconde qui s'est étendue entre la fin de sa phrase et ma réponse, un changement interne s'est produit. C'était exactement comme le moment, dans mon travail, où le dernier permis municipal manquant est déposé sur mon bureau, complétant un dossier difficile. Toutes les anomalies désespérées que j'avais collectées pendant des mois, la veste sur le dossier, le pense-bête, le privilège sur l'acte, l'avertissement de saisie, la confession sur les bookmakers. L'appel d'avertissement du souscripteur se sont instantanément assemblés en une image impeccable, logiquement indéniable et incroyablement laide. Il n'y avait plus de zone d'ombre. Pas un seul détail ne pouvait être écarté comme ma propre anxiété névrotique. Le moment pour lequel j'avais passé des semaines à fortifier mon poker face était enfin arrivé. Extérieurement,
Je suis resté parfaitement placide. Si placide, en fait, que le visage de Vincent s'est crispé d'une brève confusion. Il s'attendait clairement à une réaction différente, soit une gratitude immédiate aux yeux écarquillés pour son généreux sacrifice, soit une résistance légère et facilement écrasable qu'il pourrait balayer avec ses arguments préemballés sur l'aide à sa pauvre mère. Au lieu de cela, j'ai pris une lente gorgée de mon cabernet, j'ai posé le verre sur le dessous de verre avec la même lenteur délibérée qu'il avait utilisée avec son téléphone, et je lui ai posé une question. J'ai utilisé ma voix d'évaluatrice, le ton plat et poli que j'utilisais pour demander à un promoteur pourquoi la superficie sur le plan ne correspondait pas à la réalité. Le solde principal du prêt automobile de votre mère est-il vraiment si important qu'il nécessite de mobiliser un bien immobilier pour le rembourser, ai-je demandé doucement. Ne serait-il pas plus simple que vous me montriez les documents d'origine du prêt et le tableau d'amortissement? Je travaille dans la finance, Vincent. Je pourrais faire les calculs et nous aider à élaborer une stratégie de remboursement beaucoup plus efficace. Vincent s'est figé. Dans cette hésitation microscopique, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il ne s'était pas préparé à une opposition logistique. Il était prêt à une opposition émotionnelle, mais il était complètement désarmé face à une demande de voir les chiffres réels. Se remettant rapidement de sa maladresse, il a agité la main de manière désinvolte. C'est un gâchis, honnêtement. Plusieurs paiements manqués, détail fou. Tu n'as pas besoin de te stresser la tête avec les chiffres, chérie. Le montant total est gérable. Ce qui compte maintenant, c'est que nous soyons sur la même longueur d'onde pour le déménagement. Nous allons bientôt être une famille. Nous devons prendre des décisions comme une famille, pas comme si nous dirigions un cabinet comptable. Cette petite pique défensive sur le cabinet comptable a confirmé qu'il n'avait absolument aucune intention de me montrer le moindre chiffre. Il ne pouvait pas, car les vrais chiffres auraient fait exploser toute son opération. C'est à ce moment-là que j'ai déployé la contre-offre que j'avais élaborée en restant éveillé à 3 heures du matin. Je suis d'accord, ai-je dit chaleureusement. La famille, c'est se soutenir quand les choses deviennent difficiles. Je prends votre proposition très au sérieux, mais je pense que nous devrions faire l'inverse. Changeons la donne. Au lieu d'emménager chez moi et de laisser votre appartement en location, louons mon appartement. Si votre logement est en assez bon état pour obtenir un loyer élevé, il est assez bon pour que nous y vivions temporairement. Nous prendrons les revenus locatifs de mon logement et enverrons 100% de cet argent directement aux créanciers de votre mère. Mais évidemment, avec une seule condition. Je me suis légèrement penché en avant. Avant de signer tout accord de location pour ma propriété, mon expérience dans l'immobilier exige que je procède à une diligence raisonnable standard. Je devrais voir le titre et l'acte de propriété clair de votre appartement pour m'assurer qu'il n'y a pas de privilèges ou de charges actives, juste pour que nous puissions rédiger les documents de résidence légalement et proprement. Le visage de Vincent a subi une transformation si violente que je n'ai pas eu besoin d'un polygraphe pour valider mes conclusions. L'aisance arrogante et condescendante avec laquelle il avait initié la conversation s'est évaporée, remplacée par une panique mal dissimulée. Ses yeux ont dardé vers la fenêtre, et ses doigts, auparavant détendus sur son genou, ont commencé à tambouriner rapidement contre sa cuisse. Il a gagné du temps. Eh bien, le fait est que l'appartement est en fait toujours au nom de ma grand-mère, dans une fiducie. L'homologation et le transfert de titres n'ont pas encore été entièrement enregistrés par le département. C'est un véritable cauchemar juridique. 2 mois auparavant, il s'était explicitement vanté d'avoir finalisé son rachat de location-vente directement auprès du promoteur. La collision de ses propres mensonges était assourdissante, résonnant dans mes oreilles plus fort qu'une sirène. Je ne l'ai pas acculé sur la contradiction. J'ai décidé de lui donner assez de cordes pour qu'il se pende ou qu'il finisse par avouer. J'ai souri gentiment. Oh, des problèmes de succession. C'est facile à résoudre. J'ai une fantastique avocate spécialisée dans les titres dans mes contacts. Elle peut accélérer le processus d'enregistrement en quelques jours. En attendant, nous pouvons commencer à mettre mon appartement en location et tout gérer simultanément pour ne pas perdre de revenus locatifs. Donnez-moi juste une estimation du moment où vous pourrez récupérer les documents de la fiducie de la grand-mère. Complètement dépouillé de sa façade confiante, Vincent a marmonné quelque chose d'incohérent à propos de cela dépendant des avocats. Puis, comme un homme qui se noie s'accrochant à un morceau de bois flotté, il a dramatiquement changé de tactique, tentant d'utiliser la culpabilité comme arme. Je ne comprends pas pourquoi tu es si intensément bureaucratique à ce sujet, a-t-il claqué, la voix montant.
Nous parlons de ma mère, une femme qui m'a élevé seule, se tuant presque à la tâche en faisant 2 métiers, et tu es assise là à agir comme une auditrice froide et calculatrice quand ma famille a besoin de soutien, pas d'un interrogatoire. Ce passage d'une fausse logique commerciale à une manipulation émotionnelle agressive était un schéma comportemental que j'avais vu 100 fois chez des vendeurs frauduleux essayant de masquer de la moisissure derrière des discours sur la confiance. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai gardé ma voix parfaitement neutre. Mon inquiétude pour ta mère est sincère, Vincent, et je suis prête à aider d'une manière structurellement saine et transparente. Mais la transparence n'est pas de la bureaucratie. C'est la base de tout mariage sain. Si nous allons mélanger nos actifs et nos flux de trésorerie, les 2 partenaires doivent avoir un accès complet au grand livre. Nous ne volons pas à l'aveuglette en nous basant sur les exigences unilatérales d'une seule personne. Pile poil, comme si elle était convoquée par un metteur en scène, le téléphone de Vincent a sonné. C'était Laure. Visiblement soulagé d'avoir une excuse pour briser la tension, il a mis le téléphone sur haut-parleur, cherchant clairement du renfort dans une guerre qu'il était en train de perdre rapidement. Il a rapidement résumé ma contre-proposition, la déformant lourdement. Il a présenté cela comme moi refusant catégoriquement d'aider sa famille et exigeant des audits financiers humiliants juste pour affirmer ma dominance. Laure, captant immédiatement la fréquence sur laquelle il émettait, a commencé à se lamenter à travers le haut-parleur de l'iPhone. Elle a fait une tirade sur l'ingratitude moderne. Comment elle avait économisé centime après centime pour cette voiture. Comment, à son époque, une fiancée n'aurait jamais parlé à sa future belle-mère avec un tel manque de respect. Honnêtement, Vincent reniflait-elle bruyamment. Je commence à me demander si elle est vraiment la bonne femme pour toi. Si elle est prête à détruire la paix de notre famille pour de simples papiers insignifiants. Je l'ai laissé monologuer entièrement. Quand elle a finalement repris son souffle, je me suis penché vers le téléphone et j'ai parlé d'un ton clair et serein. Laure, je suis plus qu'heureuse de m'asseoir personnellement avec vous pour discuter de votre prêt automobile. Cependant, cette discussion sera basée sur des documents financiers concrets, pas sur des théâtralisations émotionnelles. Si vous avez réellement besoin de mon aide, le moyen le plus rapide de l'obtenir est de m'envoyer par email un PDF de votre contrat de prêt original et du tableau d'amortissement actuel. Grâce à mon expérience professionnelle, je peux facilement voir si nous pouvons refinancer ou restructurer le prêt à de meilleures conditions. J'attends votre email. Un silence de mort s'est abattu sur la ligne. Un silence épais, suffocant, hautement radioactif. Lorsque Laure a finalement parlé, son ton était passé d'une fureur vertueuse à une retraite paniquée et hâtive. Je n'ai pas les papiers sous la main. Je devrais les chercher plus tard. Honnêtement, ma tension artérielle monte à cause de toutes ces disputes. J'ai besoin d'aller m'allonger. La ligne a coupé. Ce changement instantané du chantage agressif à la fuite paniquée m'en a dit plus sur la réalité de leurs finances que n'importe quel relevé bancaire. Vincent est resté silencieux, complètement déconcerté par le fait que sa tactique de manipulation en équipe ait été vaporisée en 30 secondes. Réalisant que la colère ne fonctionnait pas, il a déployé sa 3e stratégie. Le martyr blessé. Je n'arrive pas à croire que tu aies si peu confiance en moi, a-t-il chuchoté, regardant le sol. Je me sens comme un suspect dans un commissariat. Je voulais juste m'occuper de ma mère. Peut-être devrions-nous laisser ça de côté. Je ne peux pas te parler quand tu es aussi hostile. Si c'était il y a 6 mois, l'ancienne Solène se serait précipitée pour le réconforter, s'excusant d'être trop dure. La nouvelle Solène a simplement hoché la tête. Le laisser de côté me convient très bien. Nous pourrons reprendre la conversation la minute exacte où vous produirez les documents que j'ai demandés. Mon indifférence absolue et à toute épreuve a blessé son ego bien plus profondément que n'importe quelle dispute houleuse. Les jours suivants se sont déroulés dans un silence tendu et glacial. Vincent était remarquablement discret, donnant des réponses monosyllabiques aux messages. Quand je lui ai demandé nonchalamment s'il avait déjà trouvé les documents de la fiducie, il a balayé la question, affirmant qu'il était débordé de travail. Je n'ai pas insisté, ni fait semblant que tout était normal. Au lieu de cela, j'ai profité du cessez-le-feu pour renforcer mes défenses. Je suis retourné voir l'avocat spécialisé en droit de la famille et j'ai officiellement rédigé un contrat de mariage en béton armé. Il stipulait explicitement que mon appartement restait ma propriété exclusive et distincte, à l'abri de tout mélange, de tout partage d'équité ou de toute réclamation de dette conjugale. Je prévoyais de lui remettre ce document non pas comme une déclaration de guerre,
mais comme la conclusion logique et adulte de deux professionnels gérant leurs biens avant le mariage. Une semaine après notre désastreuse soirée Vincent a relancé la conversation. Cette fois, il a joué l'apaisement. Il a admis qu'il s'était un peu emporté, me traitant de méfiante, et a offert un compromis. Écoute, les papiers concernant la fiducie de ma grand-mère vont prendre des mois à régler. Pourquoi ne pas emménager chez toi temporairement, genre 2 mois maximum après le mariage, juste le temps que les avocats règlent mon acte de propriété. On pourra attendre de louer mon appartement que le titre soit clair. J'ai immédiatement reconnu cette tactique. C'est un retrait classique de négociation. La partie adverse se heurte à un mur sur son objectif principal. Alors, elle sacrifie volontairement un détail secondaire, la location de son logement, pour sécuriser son objectif principal, prendre pied dans ma propriété. J'ai répondu avec le même ton corporate en téflon que j'avais utilisé toute la semaine. Les arrangements de vie temporaires sont acceptables, mais ils viennent avec une condition obligatoire. Nous signerons un contrat de mariage juridiquement contraignant et une renonciation à l'utilisation de la propriété stipulant que l'appartement reste ma propriété exclusive et distincte. Indépendamment de notre cohabitation, et que vous renoncez à tout droit de réclamer une équité matrimoniale dessus, tout comme une banque exige un accord de garantie signé avant de débloquer des fonds plutôt que de se fier à une poignée de main. J'ai ajouté, il ne s'agit pas de moi qui ne vous fais pas confiance, Vincent. C'est une hygiène financière de base. Étant donné ma licence et ma carrière, je suis professionnellement obligé d'agir ainsi. Sa réaction fut nucléaire. Vincent a bondi du canapé et a commencé à arpenter le salon comme une bête en cage. Pour la première fois de toute notre relation, il a élevé la voix jusqu'à crier. Tu ne me considères même pas comme ton partenaire. Tu prépares littéralement nos papiers de divorce avant même que nous ayons coupé le gâteau. C'est psychotique, Solène. Les gens normaux ne font pas ça. Seul quelqu'un qui a déjà renoncé au mariage agit ainsi. Sa voix ne sonnait plus comme celle d'un fiancé offensé. Elle sonnait comme le rugissement frénétique et désespéré d'un escroc voyant sa victime s'échapper, recourant à l'arme ultime, accuser la victime de ne pas l'aimer assez. Je l'ai laissé crier jusqu'à épuisement. Quand il a eu fini de halter, j'ai prononcé une phrase qui, je le savais, lui a porté un coup physique. Je ne prépare pas des documents pour un divorce, Vincent. Je prépare des documents pour l'honnêteté. Si vos intentions sont vraiment aussi pures que vous le prétendez, signer ce document ne change absolument rien à notre vie quotidienne. Il restera dans un tiroir pour toujours. Mais si les intentions de quelqu'un ne sont pas pures, ce document est la seule chose qui me protège de ce que je commence déjà à soupçonner, que toute cette campagne pour emménager chez moi n'a absolument rien à voir avec la voiture de votre mère et tout à voir avec votre tentative de prendre le contrôle de mon bien immobilier pour vous sortir d'une catastrophe. Vincent s'est figé. Le silence dans la pièce était si lourd que j'entendais le tic-tac de la trotteuse de l'horloge murale de ma cuisine. Il n'a offert aucun fait pour réfuter mon accusation. Il m'a juste regardé les yeux creux et a murmuré, « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi toxique. » Il s'est retourné, est entré dans la chambre et a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée, mais il l'a fermée avec suffisamment de force pour communiquer sa profonde dévastation théâtrale. Je suis resté seul dans le salon, fixant mon verre de vin à moitié vide. Curieusement, je n'ai ressenti aucune anxiété, aucun regret pour ce que j'avais dit. J'ai seulement ressenti le soulagement profond et léger d'une personne qui a enfin cessé de faire semblant de ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Le lendemain matin, lors d'un petit déjeuner silencieux à étouffer, mon téléphone a vibré. C'était un message de Laure. J'ai ouvert la conversation pour trouver un énorme pavé de texte clairement tapé à la hâte. Abandonnant son ton hautain habituel, elle s'est complètement effondrée. Elle a avoué qu'il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Vincent était noyé sous les dettes depuis des années. Des dettes si massives qu'elle avait peur d'en prononcer le chiffre à voix haute. Elle a affirmé qu'elle essayait juste d'aider son fils à s'en sortir avant que ces gens ne fassent quelque chose de bien pire que de simplement saisir son appartement. Ce message hystérique était la pièce maîtresse finale. C'était la première confirmation écrite directe que la crise était infiniment plus sombre et plus dangereuse qu'un simple défaut de paiement d'un prêt automobile. La phrase ces genres a confirmé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace pour ma cote de crédit. C'était une menace potentielle pour la sécurité physique, ce qui a fait basculer mon anxiété dans une case compartimentée. J'ai immédiatement appliqué mon protocole de gestion de crise. J'ai appelé Claire et j'ai demandé un énorme service.
Un de ses clients fortunés était un homme qui avait dirigé une agence de recouvrement spécialisée, le genre qui gère les dettes toxiques et irrécouvrables pour les prêteurs de l'ombre. Bien que techniquement Claire n'aurait pas dû mélanger sa liste de clients avec mon drame personnel, l'effroi pur et froid dans ma voix l'a convaincue. Elle a organisé une réunion pour le lendemain dans un petit restaurant tranquille de banlieue. L'homme s'est présenté comme Sylvain. Il ressemblait à un ancien joueur de football américain qui avait échangé son maillot contre un costume sur mesure. Je lui ai donné un résumé de haut niveau, le nom Solution Capital Alpha, le montant estimé du prêt que Vincent avait laissé entendre, et le texte paniqué de Laure à propos de ces gens. Le visage de Sylvain est devenu très sérieux. Il m'a tout expliqué, confirmant mes théories les plus sombres. Solution Capital Alpha était techniquement un prêteur agréé, mais dans l'industrie, ils étaient connus comme un nourrisseur. Lorsqu'un emprunteur faisait défaut sur un prêt à haut risque massif, Apex regroupait et vendait rapidement ce papier toxique à des fixeurs tiers non réglementés. Ces fixeurs ne se souciaient pas de la loi sur les pratiques de recouvrement de créances équitables. Ils opéraient en dehors du cadre juridique, recourant à l'intimidation agressive. Sylvain a expliqué que ce transfert se produit généralement lorsque les pénalités et les intérêts cumulés éclipsent la valeur réelle de la garantie immobilière. J'ai regardé Sylvain dans les yeux et j'ai demandé, les histoires d'intimidation physique et de violence envers les membres de la famille sont-elles réelles? Ou est-ce juste une légende urbaine? Sylvain n'a pas mâché ses mots. Dans les cas impliquant des joueurs chroniques qui esquivent des dettes massives à 6 chiffres? Oui. Pneus crevés, fenêtres brisées, des gars qui se présentent à votre bureau, qui menacent votre conjoint. Ça arrive. Mais il a ajouté, essayant d'atténuer ma panique, cela dépend beaucoup du montant exact en euros et de la façon dont il esquive activement leurs appels. Vous devez obtenir le chiffre exact du remboursement pour évaluer votre niveau de menace réelle. Ne vous fiez pas à l'hystérie de sa mère. Armé de cette information terrifiante, j'ai décidé de franchir une ligne morale que je n'aurais jamais cru franchir. J'avais besoin de la dernière pièce du puzzle avant de tout faire exploser. Il y a des mois, Vincent conduisait et m'avait demandé à la hâte de me connecter à son Gmail sur son iPad pour récupérer un code QR pour un concert, me criant son mot de passe par-dessus la radio. Je m'en souvenais. Je savais que fouiller était une violation de la confiance. Mais étant donné que ma sécurité physique et financière était maintenant en jeu, mon hésitation morale n'a duré qu'environ 3 secondes. Attendant qu'il parte pour une soirée de détente avec ses frères de fraternité, une soirée à laquelle il ne m'avait délibérément pas invité, j'ai ouvert son iPad. En moins de 2 minutes, j'ai trouvé la mine d'or, une chaîne de mails de Solution Capital Alpha détaillant le solde exact à rembourser. Le chiffre m'a physiquement nauséeuse. Il était plus de 4 fois supérieur au montant qu'il avait vaguement suggéré que sa mère devait. En fouillant plus profondément dans les fils plus anciens, j'ai trouvé les documents d'origine. L'or n'était pas du tout sur le prêt. Vincent avait contracté un refinancement en espèces à un taux d'intérêt prédateur, hypothéquant son appartement au maximum. De plus, les alertes bancaires dans sa boîte de réception montraient les décaissements. L'argent n'était pas allé à un concessionnaire automobile. Il était parti en virement massif vers des sites de paris sportifs offshore louches et des comptes Venmo appartenant à des bookmakers locaux. Les dettes exactes dont Théo m'avait averti. En faisant défiler les emails, je n'ai même pas ressenti de choc. La capacité de surprise m'avait été brûlée il y a des semaines. Au lieu de cela, j'ai ressenti la validation amère et sobre d'une auditrice qui confirme enfin que le PDG a détourné le fonds de pension. La belle façade s'était complètement effondrée sous le poids des chiffres. Je me suis dit que si c'était un dossier de prêt sur mon bureau à la banque, je le tamponnerais d'un seul mot en grosses lettres rouges, refusé. Maintenant, je devais juste livrer ce tampon à un être humain que j'avais autrefois aimé. La veille du grand dîner de famille prévu chez Laure en banlieue, un dîner censé finaliser la logistique du dîner de répétition, je me suis réveillé avec une clarté étrange et cristalline. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'entre le matin d'une audience d'évaluation commerciale de plusieurs millions d'euros fortement contestée. Les calculs sont faits. Les comparaisons sont à toute épreuve. Tout ce qui reste est l'exécution. J'ai planifié la confrontation à venir avec une précision chirurgicale. Il n'y aurait pas de cris, pas de pleurs, pas de lancers de vin dramatique. Je présenterai la dissolution de cette relation exactement comme un rapport d'évaluation. Chronologique, objectif, factuel et indéniable. Laisser les documents crier est toujours infiniment plus dévastateur que d'élever la voix. Cet après-midi-là,
j'ai méticuleusement organisé mes preuves dans des pochettes plastiques transparentes à l'intérieur de ma mallette de travail en cuir. Pièce A, l'extrait d'acte du département montrant le privilège d'Apex. Pièce B, l'avis d'intention de saisie immobilière envoyé par courrier. Pièce C, les impressions de sa correspondance Gmail avec le prêteur montrant le véritable solde à 6 chiffres et les virements vers les bookmakers. Pièce D, le contrat de mariage non signé et non exécuté. En refermant la mallette, une sombre ironie m'a envahi. Pour la première fois de ma vie, je déployais mon arsenal professionnel, non pas pour protéger le capital d'une banque, mais pour sauver ma propre vie. Cela ne m'a pas effrayé. Cela m'a autonomisé. C'était mon terrain. Vincent, complètement inconscient du matériel radioactif posé sur mes genoux sur le siège passager, était d'une humeur phénoménale pendant le trajet vers la banlieue. Il mettait la musique à fond, plaisantait et parlait de notre lune de miel sur la Côte d'Azur, agissant comme si la tension glaciale de la semaine précédente n'avait jamais existé. Sa bonne humeur délirante était la chose la plus difficile à supporter. J'étais assise à côté d'un homme qui s'était soit entièrement convaincu que ses mensonges tiendraient, soit mentait depuis si longtemps que son cerveau fonctionnait simplement en pilote automatique. Cela n'a fait que renforcer ma détermination. La maison de Laure en banlieue bourdonnait de parents et sentait le rôti. Étaient présents Laure, sa sœur cadette, la tante de Vincent, et son mari, une voisine curieuse qui était pratiquement considérée comme de la famille, et le cousin de Vincent et sa femme. C'était le public parfait, une foule de témoins soudés mais assez nombreuses, assurant que la vérité ne pourrait pas être étouffée, ignorée ou attribuée à un malentendu. J'ai attendu le dessert. La table a atteint ce creux confortable d'après-repas où tout le monde est détendu, sirotant un café et attentif. J'ai éclairci ma gorge et j'ai parlé d'une voix claire et portante. Puisque nous avons la famille proche réunie ici aujourd'hui, je pense que c'est le moment idéal pour discuter d'une question logistique critique concernant les futurs arrangements de vie de Vincent et les miens. Il vaut mieux gérer cela de manière transparente maintenant plutôt que d'attendre que cela n'explose plus tard. La posture de Vincent est instantanément devenue rigide. Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Il m'a jeté un regard de pure terreur. Puis ses yeux ont dardé vers sa mère. Dans cet échange d'une fraction de seconde, j'ai vu le SOS silencieux et désespéré d'un homme-enfant suppliant sa maman de nettoyer son désordre, mais je ne leur ai pas donné une microseconde pour détourner le récit. Parlant avec le rythme régulier et autoritaire que j'utilise dans les salles de conférence, j'ai rappelé à la table la proposition que Vincent avait faite des semaines auparavant, que nous vivions dans mon appartement. Louions le sien et utilisions l'argent pour rembourser le lourd prêt automobile de Laure. Entendant sa propre fausse histoire larmoyante utilisée comme arme devant sa sœur et son neveu, Laure a tenté d'interrompre, déployant sa voix tremblante caractéristique. « Oh, Solène, chérie, les temps sont si durs. Les jeunes ne comprennent pas, Laure. » Je l'ai coupé doucement, mais avec une autorité absolue et inébranlable. « Veuillez me laisser finir. Tout le monde aura la parole une fois que j'aurai terminé. » Le cadrage psychologique a fonctionné parfaitement. Un silence pesant et résonnant s'est abattu sur la salle à manger. Tout le monde à table a intuitivement réalisé que quelque chose de catastrophique était en train de se produire, et la pure gravité de mon ton les a contraints à regarder le naufrage se dérouler. J'ai dézippé ma mallette en cuir. J'ai sorti la pièce A, l'extrait d'acte du département, et l'ai glissé au centre de la table, juste à côté de la saucière. Ce document, ai-je déclaré calmement, est un dossier public. Il montre un privilège massif placé sur l'appartement de Vincent des années avant que lui et moi ne nous rencontrions. Par conséquent, le récit selon lequel cette crise financière est liée à un récent prêt automobile pour Laure est fondamentalement faux. Avant que quiconque ne puisse expirer, j'ai claqué la pièce C sur la table. Les emails imprimés. Ceci, ai-je poursuivi, ma voix ne trahissant aucune émotion, est la correspondance entre Vincent et son prêteur prédateur, Solution Capital Alpha. Elle détaille un solde à rembourser à 6 chiffres. J'ai lu le montant exact à voix haute, prononçant chaque syllabe pour que personne ne puisse prétendre avoir mal entendu. Et ces captures d'écran de relevé joint montrent que les fonds retirés de l'appartement n'ont pas été utilisés pour des urgences familiales, mais directement virés à des comptes de paris sportifs offshore louches et à des bookmakers locaux. Le cousin de Vincent, qui avait regardé comme s'il regardait un documentaire sur un vrai crime, a brisé le silence. Il s'est tourné vers Vincent, l'air dégoûté. « Frère, c'est vrai ?» Vincent, blafard et en sueur, a bégayé un salmigondis pathétique sur des instruments financiers complexes, des problèmes de liquidité temporaire et des affaires de famille.
Mais sa voix tremblait si violemment que même la voisine curieuse a échangé un regard profondément troublé avec son mari. Le jury avait rendu son verdict. Profitant du choc, je me suis tourné directement vers Vincent et j'ai prononcé mon argument final. J'aurais remué ciel et terre pour t'aider à arranger ça, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux paniqués, si tu étais venu me voir comme un homme, m'avais dit la vérité et m'avais exposé la réalité de ton addiction. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de secrètement détourner mon bien immobilier et ma sécurité financière pour te tirer d'affaire avec des usuriers, utilisant ta mère comme bouclier humain pour me manipuler émotionnellement. Maintenant que les chiffres sont sur la table, je ne prends aucune décision hâtive aujourd'hui, mais j'ai officiellement fini de participer à des conversations basées sur la fraude. Laure a perdu la tête. Elle a bondi de sa chaise et a déchaîné un torrent de cris hystériques. Elle m'a accusé de les humilier, de laver leur linge sale devant des invités, et a affirmé qu'une fiancée aimante et convenable aurait géré cela en privé, et non pas organisé un tribunal. Soudain, sa sœur cadette, la tante de Vincent, a claqué sa main sur la table. « Laure, arrête ça », a-t-elle claqué. Si tu avais eu le courage de vraiment t'occuper de son jeu il y a des années, au lieu de le renflouer secrètement et de nous mentir à tous, cette pauvre fille n'aurait pas à organiser un tribunal pour se protéger. Le fait que sa propre sœur se soit publiquement rangée de mon côté a entièrement validé ma stratégie. La vérité présentée sous la dure lumière d'une foule est infiniment plus difficile à nier que la vérité chuchotée à huis clos. Voyant que même sa propre tante était dégoûtée, Vincent a eu recours à son option nucléaire. Au lieu de s'excuser, il a bombé le torse et est passé à l'offensive. « Tu sais quoi » a-t-il ricané, pointant un doigt tremblant vers moi. « Si tu as si peu de respect pour ma famille que tu te permets ce coup psychotique, peut-être ne devrions-nous pas nous précipiter pour un mariage. Peut-être que je dois réévaluer si je veux même épouser quelqu'un d'aussi froid. » Il a lancé ça, s'attendant pleinement à ce que je m'effondre. Il pensait que la menace d'un mariage annulé, l'embarras social de rendre les cadeaux, me terrifierait et me soumettrait. Il pensait que ma peur d'être une femme célibataire de 30 ans était plus grande que ma peur de la ruine financière. Il n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Ma peur d'être seul était microscopique comparée à ma peur de me réveiller marié à un menteur qui devait de l'argent à des briseurs de genoux. « Je suis tout à fait d'accord », ai-je répondu, ma voix aussi stable que la pierre. « Vous devriez absolument réévaluer, et nous pourrons discuter de l'avenir de notre relation en privé, mais seulement après que vous ayez fourni une comptabilité entièrement vérifiée par un expert comptable de toutes les dettes que vous devez. D'ici là, il n'y a plus rien à dire. » Laure a commencé à sangloter dans sa serviette, se lamentant que sa réputation dans le quartier était ruinée et que les commérages dureraient des années. Mais sous ses larmes, je n'ai pas entendu une once de regret pour ce qu'ils avaient essayé de me faire. J'ai seulement entendu la terreur d'une femme réalisant que sa campagne de relations publiques de plusieurs décennies, celle d'être la famille de banlieue parfaite, venait d'être anéantie. Les regardant de l'autre côté de la table, le voile entièrement levé. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient exactement. Des parasites qui avaient passé des années à décharger les conséquences de leurs actions sur quiconque était assez naïf ou assez aimant pour supporter le poids. Le cousin de Vincent a maladroitement suggéré à tout le monde de se calmer et de se retrouver un autre jour. Je me suis levé, calmement, j'ai rassemblé mes documents, je les ai remis dans leur pochette plastique, et j'ai fermé ma mallette. Il n'y a rien à reporter, ai-je dit. Toutes les données pertinentes ont été soumises. Les prochaines étapes dépendent entièrement de la capacité de Vincent à dire la vérité. Je n'ai pas attendu que Vincent me raccompagne. J'ai appelé un Uber, suis sorti par la porte d'entrée et l'ai laissé assis au milieu des débris de ses propres mensonges. En rentrant seul en ville à l'arrière du taxi, ma mallette posée sur mes genoux, je savais que le point culminant de cette histoire était encore à venir. Car la variable la plus sombre et la plus dangereuse, les collecteurs de l'ombre dont Sylvain m'avait averti, était toujours là. Et je savais que pour me couper vraiment de ce rayon d'explosion, j'allais devoir prendre une dernière mesure irréversible. Le catalyseur est arrivé exactement 3 jours plus tard. Je venais de rentrer dans mon appartement après le travail, portant encore mon trench coat et enlevant mes talons quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro local inconnu. Supposant qu'il s'agissait d'un courtier ou d'un client, j'ai répondu professionnellement. Au lieu d'un agent immobilier joyeux, j'ai été accueilli par une voix masculine sèche, rauque et trop polie. Il s'est présenté comme un spécialiste de la résolution de comptes pour les partenaires de Solutions Capital Alpha. Ignorant les amabilités habituelles des centres d'appel, il est immédiatement allé droit au but. « Solène,
nous savons que vous êtes la partenaire domestique de l'emprunteur et que vous deux êtes censés vous marier légalement dans quelques mois. Il serait très bénéfique pour votre propre tranquillité d'esprit future de l'encourager à liquider son solde. Les retards prolongés dans notre processus de recouvrement ont pour effet de compliquer la vie et la carrière de toutes les personnes du foyer immédiat de l'emprunteur. C'était une menace parfaitement élaborée, juridiquement ambiguë, enveloppée de jargon corporatif. Mais la menace sous-jacente était d'une clarté cristalline. Je n'ai pas ressenti une goutte de panique. Au lieu de cela, mon cerveau est instantanément passé en sur-régime absolu. Je n'ai pas hésité une fraction de seconde. Écoutez-moi très attentivement, ai-je répondu, ma voix aussi froide que l'azote liquide. Je ne suis pas signataire d'un quelconque document de prêt. Je n'ai aucune responsabilité pour ces dettes. Si vous ou votre organisation tentez de me contacter à nouveau, je vous poursuivrai en justice en vertu de la loi sur les pratiques de recouvrement de créances équitables pour harcèlement illégal d'un tiers, et je remettrai le fichier audio de cette conversation exacte au procureur de la République. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. J'avais appuyé sur enregistrer sur mon Apple Watch dès que la conversation est devenue étrange. Debout dans ma cuisine, mon téléphone encore chaud dans ma main, j'ai vécu un moment de clarté chirurgicale profonde. Le chemin de ma première vague suspicion à ce moment précis de recevoir une menace mafieuse n'avait pris que quelques mois, mais chaque jour où j'avais tardé à agir selon mon intuition m'avait coûté un morceau de ma santé mentale. J'ai fait un vœu à ce moment-là. Je ne tarderai plus jamais. Le coût d'agir trop lentement est toujours inévitablement plus élevé que le coût d'agir trop rapidement. Je n'ai pas perdu de temps à pleurer. J'ai attrapé mes clés. J'ai appelé le commissariat de la préfecture de police de Paris le plus proche de mon bureau et j'ai demandé à parler à un détective que j'avais rencontré un an auparavant lors d'une affaire de fraude immobilière sans rapport. Je lui ai expliqué l'appel. Il m'a dit de venir immédiatement déposer un rapport officiel de harcèlement et de faire enregistrer la menace, ce qui m'isolerait légalement des collecteurs de dettes. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un commissariat de police stérile, exposant méthodiquement la chronologie à un agent d'accueil. Je leur ai donné les dossiers d'Apex, les emails, l'enregistrement de l'appel téléphonique. En regardant l'agent taper le rapport, j'ai ressenti une rare sensation d'autonomisation. Le sentiment d'une femme qui prend un contrôle absolu et inébranlable de son propre récit. Du commissariat, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris un taxi directement pour le quartier chic de Paris, à la boutique de mariage haut de gamme où Vincent et moi avions rendez-vous pour mon dernier essayage de robe. Il était naturellement en retard, m'ayant envoyé un message avec une excuse sur le trafic. Je me suis assise dans le fauteuil en velours du hall d'entrée, attendant. Quand il a finalement fait irruption par les portes vitrées, l'air embarrassé et avec un sourire forcé, je n'ai pas perdu de temps en préambule. Je me suis levé et j'ai dit fort et clairement, le mariage n'est pas reporté. Non. Nous avons besoin d'une pause. Annulé. J'ai reçu un appel de vos collecteurs de dettes il y a 1 heure menaçant ma sécurité, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux horrifiés. Je viens de quitter le commissariat. C'est fini. Je ne passerai pas un seul jour de ma vie lié à un homme dont les mensonges m'obligent à déposer des plaintes à la police. Vincent est devenu de la couleur de la cendre humide. Il avait l'air de pouvoir s'évanouir sur le sol de marbre. Chérie, attends. S'il te plaît. J'ai parlé à un avocat. Je suis en train de régler ça. Nous avions convenu de travailler là-dessus. Donne-moi juste un peu plus de temps. Tu n'as plus de temps, ai-je dit. Ton temps a expiré au moment où un usurier a menacé mon avenir. La gérante de la boutique, entendant le tumulte, s'est précipitée, l'air inquiète. Je me suis tourné vers elle, ma voix parfaitement stable. Je dois officiellement annuler ma commande et libérer la réservation. Le mariage est annulé. La finalité brutale de ma gestion de la logistique devant une étrangère a finalement brisé l'illusion de Vincent. Il a réalisé que ce n'était pas un combat. C'était une exécution. J'ai baissé les yeux sur ma main gauche. J'ai glissé la bague de fiançailles conçue sur mesure de mon doigt. Je ne la lui ai pas jetée. Je n'ai pas fait de discours dramatique. Je l'ai simplement pressée fermement dans sa paume. Reprends ta vie en main, Vincent, ai-je dit doucement. Mais fais-le avec ton propre argent et sans mentir aux gens qui t'aiment. Je me suis retourné, suis sorti par les portes vitrées et suis monté dans l'Uber que j'avais commandé pendant qu'il suppliait. Toute l'interaction a duré exactement 11 minutes. 20 minutes après le début du trajet de retour,
mon téléphone a explosé. Des appels de Vincent, des appels de Laure, des messages s'accumulant à la seconde. Je ne les ai pas lus. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. J'ai sorti mon ordinateur portable, me suis connecté à ma banque et j'ai initié un blocage total de mon profil de crédit auprès des principales agences de renseignement commercial. J'ai révoqué toutes les applications d'accès partagé et j'ai changé tous les mots de passe de mes comptes financiers. Quand je suis finalement rentré dans mon appartement ce soir-là, j'étais vraiment seul pour la première fois depuis des mois. L'appartement pour lequel j'avais saigné, l'appartement qui était toujours à 100% le mien. Je n'ai pas ressenti de chagrin. J'ai ressenti le soulagement accablant et haletant d'avoir déposé un poids de 100 kg que je portais sur mon dos. Je me suis assise sur mon canapé, écoutant le calme de ma propre maison, respirant un air qui m'appartenait entièrement. Avant de me coucher, j'ai vérifié mes messages une dernière fois. Laure avait envoyé un texte vitriolique. La mère paniquée avait disparu. À sa place, il n'y avait que du venin pur. Elle m'a accusé de détruire la vie de son fils la veille de son mariage, affirmant que les femmes dignes ne quittent pas leurs fiancés dans les salons de mariage devant des étrangers. J'ai tapé une seule réponse. Les mères dignes n'essaient pas d'utiliser le bien immobilier durement gagné d'une autre femme pour renflouer secrètement les dettes de jeu de leur fils. Ne me contactez plus jamais. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Vincent. Le pont-levis était levé. Le lendemain matin, je me suis plongé tête baissée dans mon travail. Vers midi, j'ai reçu un appel de Théo. Il n'appelait pas pour défendre son ami. Il appelait pour s'excuser. Il a admis que la dette était bien pire que ce qu'il avait initialement laissé entendre à la brasserie, et que les bookmakers illégaux mettaient la pression sur Vincent. Théo a avoué que la détermination soudaine de Vincent à m'épouser et à fusionner nos actifs était largement motivée par sa conviction qu'avoir une femme riche sur le papier lui donnerait un levier avec les usuriers. J'ai remercié Théo pour son honnêteté, j'ai raccroché et j'ai senti la dernière trace de culpabilité s'évaporer. Laure a fait une dernière tentative désespérée. Elle s'est présentée à l'improviste à mon immeuble quelques jours plus tard, se faufilant devant le concierge. Quand j'ai ouvert ma porte, elle avait l'air dépenaillée, terrifiée et petite. Elle a éclaté en sanglots, avouant qu'elle avait co-signé des prêts pour Vincent depuis qu'il était en 2e année d'université. Terrifiée par les commérages du quartier s'il faisait faillite un jour, elle m'a supplié de lui conseiller quoi faire maintenant que le château de cartes s'effondrait. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Laure, ai-je dit doucement mais fermement. Je vous plains en tant que mère. Mais je ne prends pas la responsabilité des actions de votre fils ou de vos décennies à l'encourager. Engagez un avocat spécialisé en faillite et pour la première fois de sa vie, laissez-le faire face aux conséquences de ses propres actes. J'ai fermé la porte. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Au cours des semaines suivantes, j'ai géré la logistique difficile de l'annulation du mariage. Le traiteur, le fleuriste, le lieu. À ma surprise, quand j'ai expliqué de manière concise que j'annulais en raison de la découverte d'une fraude financière grave, la plupart des vendeurs se sont montrés incroyablement empathiques, remboursant une grande partie de mes acomptes. Ma propre mère, quand je lui ai raconté, n'a pas offert de pitié ou de larmes. Fidèle aux femmes pragmatiques de notre famille. Elle a demandé la séquence des événements, a hoché la tête avec approbation et a dit « Je suis incroyablement fier de la façon impitoyable dont tu t'es protégée. Mon seul regret est que tu aies perdu 6 mois à essayer de jouer la mariée polie au lieu de faire confiance à ton instinct dès le premier jour. » Claire est venue avec une bouteille de champagne, déclarant que le fait d'avoir évité une balle financière méritait une célébration, pas un deuil. « Regrettes-tu l'argent et le temps perdu dans les préparatifs du mariage ?» a-t-elle demandé en débouchant le bouchon. Pas une seconde, lui ai-je répondu. Si nous n'avions pas prévu ce mariage, la pression ne l'aurait pas forcé à révéler son jeu. C'était le prix d'entrée pour découvrir qui il était vraiment. Et je repars avec mon appartement, mes économies et mon estime de soi entièrement intactes. Vincent a essayé de me prendre en embuscade devant mon immeuble de bureau 1 mois plus tard. Il se tenait sur le trottoir, tenant un bouquet pathétique de fleurs de supermarché, se lançant dans un discours répété sur la façon dont il allait en cure de désintoxication, comment il avait engagé un consolidateur de dettes. Et comment il voulait juste une seconde chance pour prouver qu'il pouvait être un vrai homme. Je n'ai même pas ralenti. Ma décision prise au salon de mariage était définitive. Vincent,
aucune réhabilitation financière ne change le fait que tu as passé un an à comploter pour voler mon bien immobilier dans mon dos. Je ne reconstruis pas la confiance par pitié. Je suis entré par les portes tournantes de ma tour de bureau. En jetant un coup d'œil en arrière, je l'ai vu debout sur le trottoir. Abaissant lentement les fleurs, comprenant enfin la permanence absolue de sa perte. Par le bouche à oreille d'amis communs, j'ai entendu l'épilogue de leur drame familial. Suite à la querelle du dîner du dimanche, la tante de Vincent a forcé une intervention familiale complète. L'ampleur des dettes de jeu de Vincent a été exposée à la famille élargie. Les retombées ont été nucléaires. La plupart des membres de la famille ont coupé les ponts avec Laure et Vincent. Le VUS de Laure a finalement été saisi par le concessionnaire, scellant son cauchemar ultime, devenir le sujet des commérages du quartier. Le cousin de Vincent lui aurait dit en face qu'il était un sociopathe pour avoir essayé d'entraîner une femme innocente dans une dette de mafia. Pendant ce temps, ma carrière a explosé. Libéré du stress écrasant et invisible d'enquêter sur mon propre partenaire, j'ai mis toute ma concentration sur mon travail. J'ai réussi à évaluer un immense développement immobilier de luxe qui m'a valu une mention élogieuse du vice-président de la gestion des risques de la banque. La victoire m'a semblé incroyablement vide comparée à la satisfaction tranquille et profonde de m'asseoir dans mon propre salon, sachant qu'il m'appartenait exclusivement. Cela fait 1 an depuis cette nuit fatidique avec le Cabernet. Récemment, en rangeant mon bureau à domicile pour réaménager la pièce, j'ai trouvé le contrat de mariage non signé au fond d'un tiroir. J'ai contemplé le jargon juridique dense. Même s'il n'a jamais été signé, le fait de le rédiger, le fait de consulter les avocats et de poser une limite était l'armure dont j'avais besoin pour survivre. Si quelqu'un me demandait quelle est la morale de cette histoire, je ne dirais pas qu'il s'agit d'apprendre à repérer les signaux d'alarme sur un relevé bancaire. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus difficile. Il s'agit du droit absolu d'une femme de tirer le frein d'urgence au moment précis où elle réalise que le train fonce vers un précipice. Peu importe combien d'argent a été dépensé pour les billets, combien d'invités sont assis dans le wagon-restaurant, ou à quel point le conducteur sera embarrassé, l'embarras des autres ne devrait jamais l'emporter sur votre propre survie. Il y a quelques semaines, j'évaluais une première maison pour un jeune couple nouvellement fiancé. Alors que je rangeais mon télémètre laser, j'ai regardé la jeune femme s'apprêter joyeusement à signer une pile de documents hypothécaires complexes sans même les lire. Riant alors que son fiancé disait « Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai vérifié tous les calculs. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Je me suis arrêté à la porte, je me suis tourné vers elle et je lui ai donné un conseil qui n'avait rien à voir avec l'immobilier. Avant de signer un prêt immobilier de 30 ans ou un contrat de mariage, pose-toi une question. Es-tu absolument sûr d'avoir vu tous les documents, tous les chiffres et toute la vérité? Si tu ressens ne serait-ce qu'une ombre de doute, pose le stylo. Et s'il se fâche parce que tu demandes à voir le grand livre, cette réaction en dit plus que les chiffres ne le feront jamais. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti une paix profonde et totale. Les cicatrices de l'année passée avaient complètement guéri, se transformant d'une blessure en une armure. J'avais annulé un mariage que j'avais passé 9 mois à planifier en exactement 11 minutes. Et ce fut la meilleure et la plus rentable décision que je prendrai jamais.